j'étais pas libre en fait. Et je me sentais pas libre parce qu'il y avait ce truc de si je suis comédienne, il faut que je sois ça, ça et ça. Donc si je suis comédienne, il faut que je sois mince, il faut que je sois belle. Donc est-ce que je suis belle, est-ce que je suis grosse, j'en sais rien. Enfin moi ça me questionnait vachement sur mon image. Si je suis comédienne, il faut que je sois drôle, il faut que je sois sympa. Moi il y a des jours où je suis pas drôle et je suis pas sympa quoi. Il y a des jours où je me sens fragile, il y a des jours où je suis en colère. Si je suis comédienne, il faut absolument que je rencontre des réals, des machins, des trucs. Et il y avait en fait tout un faisceau d'injonctions que je recevais et qui n'existent peut-être pas, hein, que moi j'ai associé au métier de comédienne. En tout cas, ça existait au moins dans la bouche de Pôle emploi. Quand tu me racontes l'injonction qu'elle te donnait, voilà. Ça existait déjà. Et Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le Syndrome de la Page Noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Valentine Bureau, qui est une artiste très polyvalente. On a parlé de comédie, de sculpture, d'écriture, de photos. C'est un de mes épisodes préférés, parce que Valentine a eu un parcours extrêmement riche et varié, que j'ai trouvé très inspirant. Pour le résumer, ça m'a fait penser au passage qu'on adore caricaturer, dans Astérix Obélix, tu sais, je dirais que la vie, c'est avant tout des rencontres. Normalement, je commence par le parcours et je bascule sur les thématiques du podcast, monétisation, motivation, inspiration. Mais là, on a fait l'inverse. Son parcours a servi à illustrer tout ça. C'est le dernier épisode que j'ai enregistré pendant le déconfinement de cet automne. Les prochains épisodes seront donc des hors-séries, résumés de livres ou des formats différents. Il faut que j'y réfléchisse encore. Mais je suis en tout cas super content de finir cette première série d'interviews par celle-ci. Si on devait s'arrêter là, je trouverais que ce serait une belle conclusion. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle écoute. Je suis avec Valentine Bureau, qui est My Funky Valentine sur Instagram. Bonjour Valentine. bonjour. Je commence toujours en disant comment je suis arrivé à contacter la personne. Dans ton cas, on a une connaissance en commun, qui est Elsa de Beilovski, qui moi était ma prof d'impro. Et avec qui t'as joué notamment sur son spectacle Les Improvocantes. Et voilà, j'ai vu que t'étais du coup comédienne et coach, et ça a beaucoup intéressé pour des raisons qui sont évidentes. Et je voulais commencer par te demander comment t'en étais arrivée à faire à être actrice, parce qu'il y a plein d'arts à disposition, il y a plein de choses à faire. T'aurais pu être sculptrice, t'aurais pu être dessinatrice. Pourquoi un jour tu t'es dit je vais jouer? Je pense qu'au départ, c'est parce que j'étais hyper active en fait. Ouais. Moi, quand j'étais ado, je parlais beaucoup. Je sais pas très bien comment ça s'est goupillé, mais en gros, je me suis retrouvée dans un cours d'impro quand j'avais 13 ans, et j'ai adoré ça en fait. J'ai adoré. C'était pas très précis. Je pense que j'adorais la liberté qu'on peut avoir sur le plateau. J'adorais cet espace dans lequel on a le droit, quoi. On a le droit d'être tout, on a le droit d'être sensible, on a le droit d'être fort, on a le droit d'être con. Enfin, voilà. Et je trouvais que c'était un endroit qui était plaisant, en fait. Et puis non, il y a quand même un truc. C'est que moi, je suis une fille de journaliste. Ah. Mais d'une dynastie de journalistes. Ok. Et que, au fond de moi, je crois que j'étais hyper fâchée contre ces gens. Et je suis désolée pour mes parents en disant ça, mais contre ces gens qui s'occupaient de la réalité du monde, mais qui du coup voyaient pas ce qui se passait à la maison. Enfin, c'était comme si j'avais des gens avec des yeux qui étaient braqués vers l'extérieur, et tout le réel paraissait beaucoup plus important que ce qui se passait chez nous, par exemple. Attention, docteur Freud, voilà, bonjour. Et je pense que moi, j'avais envie de raconter ce qui se passait de l'intérieur, en racontant des histoires, quoi, en racontant de la fiction. Mais moi, j'étais comédienne, mais je voulais tout être. Parce que je voulais chanter, je voulais danser, je voulais écrire, je voulais mettre en scène, je voulais faire de la sculpture, je voulais faire de la peinture. Et t'as essayé tout ça? Mais je fais tout ça, en fait.
Et j'ai toujours écrit. Je pense que j'ai écrit avant de jouer même. Et les mots, c'est important pour moi. Et du coup, tous les moments, c'était douloureux. Tu vois, tous les moments où il fallait remplir des CV, où il fallait dire qu'est-ce que je fais le plus. C'était horrible. Pourquoi? Parce qu'il fallait se mettre dans une case? Ouais, c'était un peu ça dépend, ça dépasse quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc où je me souviens la première fois que je suis devenue intermittente, quand j'ai rempli mon truc sur Pôle Emploi, la bonne femme, elle me cassait les pieds quoi. Pourquoi? Elle me disait mais écoutez, il faut savoir, vous êtes danseuse, vous êtes comédienne, vous êtes marionnettiste, moi je ne sais pas. Et je lui dis je suis comédienne. Elle me dit oui, mais enfin vos bulletins de paye, c'est des bulletins de paye de marionnettiste et de danseuse. Je dis je peux être les trois. Elle me dit mais non, mais il faut savoir, il faut choisir quand même. Et ça me faisait mal en fait. Tu répondais quoi à ça? Rien. À chaque fois, je me sentais hyper con. Je repartais en pleurant. Enfin, c'était. Ah oui, quand même, ça te touchait. Ah, c'est horrible. C'est un truc hyper. Enfin, c'était un truc hyper dur pour moi. Et c'était vraiment lié à. Est-ce que ce qui me définit, c'est ce avec quoi je gagne ma vie, ou est-ce que ce qui me définit, c'est ce que je fais, quoi. Et ça m'a pris du temps, quoi. Ça m'a vraiment pris du temps. Donc, ouais. Je pense qu'il y avait quelque chose de vital pour moi dans le fait d'être comédienne, et pourtant ça me faisait pas vivre. Alors c'était un peu bizarre. Quand tu dis que c'était vital, tu veux dire que dans le fait d'être comédienne, tu pouvais prendre plein de rôles différents. C'est ça que tu veux dire? Par rapport à... Non, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ce qui était vital pour moi, c'est que je pense que je me sentais très inadaptée. Et c'était un endroit dans lequel je me sentais à ma place. Mais dès le début, dès que t'avais dès petite, tu te sentais inadaptée. Ah ouais. Ouais, je trouvais que je faisais trop de bruit, enfin tu vois, en cours, moi j'avais envie de parler quoi. Tout le temps j'avais envie de parler. Les profs ils parlaient, je leur répondais, mais pas parce que j'étais insolente, parce que j'ai envie de discuter avec eux quoi. Enfin. Et en plus, moi, j'avais la chance d'avoir des grandes facilités. Donc, moi, j'avais pas besoin de beaucoup travailler. Je comprenais vite ce qui m'était demandé. Donc, après, j'avais envie de rigoler. Je faisais des blagues tout le temps. Je pense que c'est, et en plus, les profs m'aimaient bien parce qu'il y avait un côté un peu, elle est mignonne, quoi. Enfin. Mais quand t'es bon élève, c'est plus facile. Moi, je me rappelle, j'étais bon élève, on te pardonne plus quand t'es bon élève, Oui. Ah, c'est sûr. Parce que tu remplis le contrat. Donc, enfin, les profs qui m'ont pas aimé, ils étaient même emmerdés parce que comme je remplissais le contrat, c'était un peu. Mais souvent ils m'aimaient bien, ils trouvent, parce que j'étais pas insolente, j'étais pas méchante. Mais juste j'étais très 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 vivante quoi. J'étais très dynamique. Donc je pense que c'est vraiment le côté. J'avais beaucoup d'énergie, je savais pas quoi en faire et au moins sur scène, je pouvais quoi. Et du coup après l'école, t'as fait quoi? T'as essayé? J'ai fait une école de théâtre tout de suite. Ah oui, t'as fait directement une école de théâtre. Mais moi si je m'étais écoutée à 16 ans, je me barrais de l'école. Et qu'est-ce qui a fait que t'es pas barré de l'école à 16 ans? Je pense que pour des parents, c'est compliqué quand t'as une fille qui est douée. Tu leur en as parlé? Ah oui, moi je leur ai dit, ils m'ont dit, passe ton bac quand même. Et puis l'idée, c'était que il était question que je passe mon bac, et puis après je devais peut-être faire, j'aimais bien la philo. Je devais peut-être faire de la philo. Tu vois, il était question peut-être à un moment que je fasse Sciences Po, je sais pas quoi, mais je me dis, putain, je serais devenue folle à Sciences Po, quoi. Même si je pense qu'intellectuellement, ça m'aurait beaucoup nourri. Donc voilà, j'ai fait une première école de théâtre en sortant du bac. Le truc qui a pêché, je pense, c'est que j'ai pas eu le courage, tu vois, de passer des concours pour des écoles. Je me souviens quand j'étais en première, il y avait une école que je voulais faire qui était l'ERAC, qui était l'école régionale d'acteurs à Cannes, qui me plaisait beaucoup parce que c'était pas à Paris et du coup ça me permettait de me barrer de chez mes parents. Ça, je trouvais ça hyper bien. Tout ce qui me permettait de me barrer, je trouvais ça très bien. Parce qu'à l'inverse des gens en général, les gens ils vont à Paris. Justement, ils quittent le domicile familial et ils vont à Paris. Toi, t'es déjà à Paris en fait. Ouais, mais je voulais pas. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir, quoi. Et en fait, j'étais terrorisée par les concours. Pourquoi? Mais terrorisée. Je sais pas. Je pense que ma thérapeute n'a pas encore répondu à cette question, mais non, je sais pas. Je pense qu'il y a une histoire de la peur du rejet en fait. Tu vois, la peur d'arriver, me dire que j'ai le droit d'être quelque part et qu'on me dise non, c'est pas pour vous ça. C'était un truc ouais, j'avais peur de ça, peur de pas être légitime. Ouais, il y avait un truc et jusqu'il y a pas très longtemps encore. J'ai quand même réussi
à passer le concours du Théâtre National de Strasbourg quand je faisais mes classes de comédienne, je me suis viandée. Je me suis pissée dessus juste avant. Je suis allée aux toilettes, j'ai oublié d'enlever ma culotte. Ah oui, littéralement. Mais vraiment, je me suis littéralement pissée dessus. Ça me mettait dans un état, ce truc. C'est ouf. Ah ouais. Parce qu'attends, j'ai vu que t'as fait le cours Florent. En cours Florence, on rentre pas sur concours? Bah non. On rentre comment? T'as 2 entrées pour le cours Florent. T'as l'entrée, tu fais un chèque. Et t'as l'entrée pour la classe libre, où là, tu passes un concours et t'es l'élite du cours Florent. Moi, j'ai fait un chèque. Et non, moi, j'étais terrorisée par les concours, mais à un point, je vais te raconter un truc. Ma première école de théâtre, c'était les Enfants Terribles. Okay. Et je suis arrivée dans cette école qui est, je pense, en plus une bonne école, mais moi, j'étais vraiment pas bien dans mes pompes, j'avais pas confiance en moi. Et en fait, il y avait un examen tous les trimestres où tu devais passer une scène devant tous les profs. Il y avait 5 ou 6 profs dans l'école. Et en fait, je venais tous les jours en cours, j'étais hyper assidue, mais j'avais hyper peur de proposer aux gens de travailler une scène avec moi. Parce qu'en fait, tous les niveaux étaient en même temps. Donc, tu avais les élèves de première, deuxième et troisième année qui bossaient en même temps. Donc, moi, je voyais ceux de troisième année qui faisaient des trucs super, qui s'entendaient vachement bien. Enfin, en plus, tu vois, tout le monde couchait avec tout le monde, donc il y avait un truc... Je sais pas, je voyais ça et je me disais mais ça me fait de la peine d'y repenser. Je me sentais tellement nulle que je me disais que personne allait vouloir travailler avec moi. Et pourtant, il y a plein de débutants et débutantes avec toi, non? Plein. Mais voilà, j'avais vraiment pas confiance en moi, quoi. Et donc quand est arrivé l'examen du premier trimestre, j'avais pas de scène à passer parce que j'avais osé parler à personne. Je parlais aux gens dans les cours, tu vois, genre machin. Mais j'avais osé demander à personne de travailler avec moi. T'arrives à l'examen, t'avais rien. J'avais rien. Du coup, j'ai sorti un mytho de ouf. Le moment où c'était mon tour, j'ai dit que j'ai fait semblant. J'ai fait semblant de recevoir un coup de fil de l'hôpital disant que mon petit frère avait eu un accident. Et je suis partie genre. Mon petit frère a eu un accident, machin, il faut que j'aille m'occuper de lui et tout ça. Et en fait, le directeur de l'école, qui est un mec formidable, franchement, rien que pour ça, c'est un mec formidable, a appelé chez moi le lendemain pour prendre des nouvelles de mon petit frère. Et c'était l'époque où on avait des portables, mais on avait aussi des fixes. On s'était pas tous débarrassés de nos téléphones fixes. Et c'est ma mère qui a répondu. Elle était à la maison pour une fois, je sais même pas comment ça se faisait. Elle a répondu, et donc il a demandé à ma mère des nouvelles de mon petit frère. Et je me suis fait, mais savate. Parce qu'elle me dit, alors comme ça. Et je me souviens, j'étais en train de prendre un bain, genre moi, j'étais soulagée, genre, c'est bon, j'ai pas à passer le truc et tout. Et ma mère arrive dans la baignoire, dans la salle de bain. J'étais à Walpé. Elle me dit, je crois qu'il faut qu'on parle. Comme ça, Pierre a eu un accident. Et là, alors là, pour le coup, je me suis pas littéralement fait dessus, mais c'était horrible, quoi. Mais du coup, voilà, ça m'a permis de prendre conscience que j'allais pas bien. Ça m'a permis de passer un deal avec le directeur de l'école que maintenant il allait pas me lâcher et qu'il fallait absolument que je passe des scènes. Donc je me suis sorti les doigts du cul. Enfin, c'est fou que t'es arrivé à ce stade. Ouais. J'ai vu sur ton Insta, t'as parlé de sabotage. Ouais. Ça me pensait à ce que t'as ça, du coup. Bah ouais. Mais je pense que vraiment, moi, le théâtre m'a permis d'aller de mieux en mieux. Ok. Et c'est pour ça quand en fait, tu vois, quand je te dis qu'il y avait un truc vital là-dedans, ça déconne pas en fait. Il y avait vraiment un truc vital. Et tu vois, tout à l'heure, quand tu me parles du syndrome de la page noire, je pense que moi, ça me ramène à ça en fait. C'est que ma page, elle était bien noire quand même au départ. C'était un peu glauque, quoi. Comment t'as vécu l'école? Ça t'a aidé? Ça t'a pas aidé? J'ai tout et son contraire comme réponse. Les gens me disent parfois non, c'est trop académique, ça m'a plus frustré qu'autre chose. Les gens qui me disent au contraire, ça m'a beaucoup aidé. L'école républicaine ou l'école d'acteurs? L'école d'acteurs. Bah moi, le cours Florent, ça a été mon premier pas vers l'entrepreneuriat quelque part, parce que j'ai créé ma compagnie avec 2 nanas de mon cours dès la première année. Donc, en fait, après cette première année, donc aux Enfants Terribles, qui a été hyper difficile, du coup, l'année d'après, je me suis barrée. Il y avait un côté où c'était trop lourd, en fait, de rester dans cet endroit où j'avais eu aussi honte et tout ça.
Donc l'année d'après, je suis allée au cours Florent, pas parce que c'était le cours Florent, parce que moi je m'en foutais en fait que ce soit le cours Florent, mais parce que j'avais fait un stage d'1 semaine là-bas pendant l'été qui m'avait redonné confiance en moi et juste voilà, je sentais une meilleure énergie à cet endroit-là pour moi et j'y suis allée vraiment pour ça. Et moi l'école ça m'a plu, j'ai adoré ça en fait. Moi j'ai adoré le fait que ça canalise. Alors au cours Florent, je pense que ce que j'ai appris j'ai appris à monter des spectacles en fait, parce qu'en première année avec ma compagnie on a créé notre premier spectacle. C'est pas obligatoire ça. Hein. C'est toi. Donc t'es passé de j'ai peur de faire des scènes, à demander à des gens, je fais une compagnie dès la première année. Ouais. C'est ouf. Ouais. Parce qu'on est qu'1 an après, non? Ouais. Mais je crois qu'en fait ce qui nous fait le plus peur c'est ce qu'on est le plus prêt à faire en fait. Et que mais vraiment, je crois que quand on a vraiment très très peur d'un truc, c'est que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Mais c'est chaud quoi. Mais en fait, il y a un examen obligatoire à Florent en première année qui s'appelle correspondance. Enfin à l'époque c'était ça. Je te parle de ça, c'est en 2003, 2002 peut-être. Ouais, 2002. Et en fait, correspondance c'est la création d'un spectacle mais avec toute ta classe. Et ça, on l'avait vachement pris en main avec les 2 nanas de ma compagnie. Enfin de notre compagnie, puisqu'on était vraiment toutes les 3 dessus. Et donc, moi, Florent, ça m'a vraiment appris ça. Je pense qu'à Florent, j'ai presque plus appris la mise en scène. C'est ouf. Que l'acting. Que le métier d'acteur. Et après, moi, j'étais très en demande d'école. Donc c'est pour ça qu'après, je suis allée faire l'Académie des Arts de Minsk en Biélorussie. Oui, j'ai vu, t'étais en Biélorussie. Qu'est-ce que t'as fait en Biélorussie? D'abord, j'avais besoin de me barrer. Ouais. Donc je me suis barrée. À Biélorussie, pourquoi la Biélorussie? Parce que ça se passe comme ça se passe souvent dans la vie. C'est un hasard. C'est un jour, à cette époque-là, je bossais dans une compagnie de théâtre de rue. Je discute avec un copain et on regarde et on tombe sur une annonce et il me dit mais ça ce serait génial pour toi. Et je vois l'annonce stage d'1 mois avec de la danse, de l'escrime, de l'acrobatie, du jonglage, des claquettes. Ouais, wow. C'est génial l'escrime. Des claquettes, de la danse classique, de la danse folklorique. Enfin, je vois un truc et là je fais un stage pour hyperactif. Et j'avoue. Ben oui. Et surtout ça répond à ce besoin fondamental que j'avais d'être tout. Et je me dis, ok, 1 mois, j'y vais, quoi. Et déjà, je me dis, oh là là, c'est ouf et tout. Et je suis restée 1 an. En fait, je suis partie 1 mois. Au bout de 15 jours, ça avait tellement... tu sais, souvent, quand tu apprends quelque chose, on te dit qu'il faut désapprendre ce que tu sais pour pouvoir véritablement apprendre. Et moi, au bout de 15 jours, j'avais beaucoup désappris. Et je me suis dit, mais là, c'est pas possible, je suis engagée sur des trucs. Je peux pas retourner sur le plateau dans 15 jours et refaire ce que je faisais avant en sachant que c'est pas bien en fait. En tout cas que c'est plus comme ça que je veux faire. Qu'est-ce que tu as désappris là-bas? J'ai désappris à montrer. Ça veut dire quoi? Montrer, c'est quand tu soulignes ce que tu fais. C'est quand tu ressens quelque chose et que tu vas appuyer par une grimace, par une attitude. Tu vas appuyer le geste. C'est quand tu surjoues? Ouais. Mais j'aime pas le terme de surjouer. J'aime bien le terme de montrer parce qu'en fait, chez moi, ça faisait écho au besoin, enfin, à la peur que le public comprenne pas. Et du coup, j'avais besoin d'appuyer un peu le trait. Voilà. Et j'ai beaucoup désappris ça. Et en fait, ça a beaucoup fait émerger une compétence qui a été ensuite très forte pour moi, qui était ma capacité d'auto-analyse de mon travail. Qui est un truc qui est très déconcertant au début, parce que du coup, t'es tout le temps en train de regarder ce que tu fais, et qui petit à petit, quand je me suis approprié ça, a été un vrai guide pour moi. Et d'être en capacité de me dire, voilà, là, le casting que j'ai passé, je sais si j'étais dedans, si j'étais pas dedans, je sais à peu près ce qui s'est passé, et après, j'ai toujours du plaisir à avoir des retours des autres, mais au moins, ça me rendait autonome, en fait. Et puis ça te règle un peu ton souci de confiance en toi. C'était capable de t'évaluer assez justement. Ouais. Et en fait,
j'ai beaucoup désappris sur voilà des automatismes de je montre, je fabrique. Tu vois, il y avait un truc qui était un peu fake, mais je fabriquais plutôt pas mal. Donc ça passait vachement bien. Mais en fait, ça passait pas du tout. Et donc le fait d'avoir désappris ça quand j'étais là-bas, je me suis vraiment sentie à poil. Et donc là, je suis allée voir ma prof principale, qui est une amie maintenant. Et je lui dis mais Katia, je peux pas retourner en France en fait, quoi. Je peux pas rentrer comme ça en me rendant compte, en ayant conscience de tout ce que je fais mal et en sachant pas encore comment faire bien, quoi. Et elle me dit mais si tu veux, tu peux rester 1 année. Et j'ai dit ah, d'accord. Et je suis rentrée en France et ma famille. En plus, je me souviens, je crois que c'était l'anniversaire de mon neveu. Je crois que c'était son premier anniversaire. Et donc il y avait déjeuner de famille dans le jardin de mon frère et tout le monde était là genre alors c'était comment ton stage au goulag? Je leur dis bah c'était génial, je repars dans 15 jours. What? Et là mais ils ont rien compris, quoi. Et je pense que même encore aujourd'hui ils ont toujours pas compris. Et t'en dis quoi? Ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas foutre en Biélorussie, mais c'est n'importe quoi. Ils avaient Ah oui, peur. donc vraiment il avait vraiment peur. Ah ouais, et puis ils comprenaient pas parce qu'en fait ils étaient focalisés sur le pays. Et moi, je leur ai dit, mais je m'en fous, en fait, du pays. Moi, je suis focalisée sur la discipline. Et là, je suis en train d'apprendre des choses qui sont clés pour moi. Donc, j'ai vendu les bijoux de ma grand-mère. J'ai vendu tout ce que j'avais et je suis partie. Et voilà. C'est ouf. Et c'était une des expériences les plus extraordinaires de ma vie. Vraiment. Par rapport à tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai déconstruit, commencé à construire. Donc, moi, l'école, j'ai vraiment adoré ça, quoi. Et je pense que j'y retournerai en plus. Enfin, je recommencerai à prendre des cours d'acting, tout ça. Il y a un truc où moi ça me fait du bien à l'âme, quoi. De refaire des cours. Ouais. Ouais. C'est alors aucun rapport, enfin petit rapport quand même, mais moi c'est un art qui m'intrigue parce que déjà on pourrait se demander est-ce que c'est un art parce qu'en fait t'es là et tu fais ce que veut un réalisateur, enfin t'écris pas ton texte et tu le représentes. Alors c'est évidemment un art, hein, mais du coup ouais, c'est comment tu gères toi pour qu'est-ce que tu exprimes, c'est quoi ta manière de liberté quand un texte a été écrit? C'est marrant que tu questionnes le fait que ce soit un art ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Toi qui disais que t'as envie de faire plein de trucs et de te libérer et tout, bah d'un coup, t'as un script de quelqu'un et que tu dois... Alors quand t'improvises pas, hein. Alors, d'abord pour moi il y a plusieurs choses. C'est marrant parce que du coup ça me questionne sur qu'est-ce que c'est que ma définition de l'art. Et en fait, pour moi l'art c'est la capacité à interpréter une réalité. Tu vois, quand tu sculptes, tu interprètes quelque chose. Moi, je bosse avec de l'argile, donc tu modélises une émotion. Ouais. Ça, pareil, c'est un art qui m'intrigue de ouf parce que je me dis, tu pars d'un bloc et tu en retires. Parce que c'est tous les arts, tu pars d'une feuille blanche entre guillemets et puis tu la remplis. Là, tu pars d'une feuille entre guillemets noire et tu la. Ben en fait, Rodin par exemple, et moi je sais que quand je sculpte comme Rodin, mais bien sûr. En fait, tu fais émerger de la matière, c'est-à-dire que tu n'enlèves pas, tu fais monter. Ça, c'est un truc que j'ai appris en art-thérapie. J'ai fait de l'art-thérapie à un moment. C'est la 4e fois. J'avais jamais entendu parler d'art-thérapie. C'est magnifique. C'est la 4e fois en une semaine qu'on parle d'art-thérapie. Ben, en fait, reçois l'info. Ah, de ouf. En fait, en art-thérapie, donc j'ai une amie qui est art-thérapeute, qui maintenant habite en Malaisie, mais à l'époque, elle était encore à Paris. Et qui m'avait fait le cadeau de me proposer le premier cycle de cours d'art-thérapie où donc du coup tu peins chaque couleur. Je répondrai à ta question après, mais tu peins chaque couleur et en fait chaque couleur te donne des informations sur qui tu es, sur ta féminité, ta colère, enfin voilà. Et en fait, d'abord c'est une technique de peinture. Elle travaille à l'aquarelle où tu travailles sur une feuille mouillée. C'est toi qui crée ta dilution de couleur avec le pigment. Et donc, en fait, tu fais monter la couleur petit à petit. Et donc, de la page blanche, tu fais monter des couleurs. Et je pense que, moi, ça définit beaucoup comment je travaille. Aujourd'hui, moi, je me définis plus comme comédienne. Et je pense que ma liberté, elle est là aujourd'hui.
Quand je me définissais comme comédienne, j'étais pas heureuse. C'est vrai? À ce point-là? Ouais. J'étais pas aussi heureuse que ce que je suis aujourd'hui. Il y a une dimension dans mon travail qui est une dimension de... J'aime pas le terme de développement personnel parce que pour moi, il est trop galvaudé, mais il y a une dimension de conscience. Il y a une dimension d'éveil. Tu vois, la compétence que je te dis avoir développée quand j'étais en Biélorussie sur la conscience de ce que je fais au moment où je le fais. En fait, moi, c'est ça mon travail d'artiste aujourd'hui et de coach, en fait. Ce qui te rendait malheureuse, c'est un mot fort, malheureuse. Pourquoi ça te rendait malheureuse de te définir comme J'ai pas dit que j'étais malheureuse, j'ai dit que j'étais pas heureuse. J'étais pas libre, en fait. Et je me sentais pas libre parce qu'il y avait ce truc de si je suis comédienne, il faut que je sois ça, ça et ça. Donc si je suis comédienne, il faut que je sois mince, il faut que je sois belle. Donc est-ce que je suis belle, est-ce que je suis grosse, j'en sais rien. Enfin moi ça me questionnait vachement sur mon image. Si je suis comédienne, il faut que je sois drôle, il faut que je sois sympa. Moi il y a des jours où je suis pas drôle et je suis pas sympa quoi. Il y a des jours où je me sens fragile, il y a des jours où je suis en colère. Si je suis comédienne, il faut absolument que je rencontre des réals, des machins, des trucs. Et il y avait en fait tout un faisceau de d'injonctions que je recevais et qui n'existe peut-être pas, hein, que moi j'ai associé au métier de comédienne. En tout cas, ça existait au moins dans la bouche de Pôle emploi. Quand tu me racontes l'injonction qu'elle te donnait, voilà. Ça existait déjà. Et en fait, moi, dès que j'étais sur un plateau, ça se passait bien. Mais toute la vie autour et tout le chemin pour accéder jusqu'au plateau, c'était compliqué pour moi. Donc c'est pour ça aussi que j'étais pas heureuse comme comédienne. Et j'étais aussi pas heureuse parce que je gagnais pas d'argent, quoi. Et que il y a un moment, t'as beau avoir des aspirations à vouloir changer le monde, à vouloir contribuer de manière positive, quand tu crèves la dalle, tu crèves la dalle, quoi. Enfin, et je crevais pas la dalle, j'avais une famille qui me soutenait, mais je sais ce que c'est aujourd'hui de gagner sa vie. Et du coup, je vois la liberté que ça donne et qu'en fait, c'est pas possible pour moi d'être libre en tant que femme et donc en tant qu'artiste si je suis inquiète pour ma survie en fait, pour ma capacité à... Enfin, la survie c'est un terme fort, mais c'est un terme qu'on utilise beaucoup en coaching, mais si je suis inquiète pour mes ressources. Bien sûr. Et la précarité de l'artiste, moi je pense que c'est ça qui était difficile pour moi. Ça faisait que je n'avais pas l'insouciance dont j'ai besoin pour pouvoir écrire un texte, pour pouvoir mettre mes pieds dans un rôle et me dire oh tiens, qu'est-ce que j'ai envie de lui donner à ce rôle-là, qu'est-ce qu'il me raconte, c'est quoi, comment est-ce qu'il entre en résonance avec moi, comment est-ce que je suis en miroir avec ce rôle, parce que si le moment où je passe le casting, il faut absolument que j'ai ce casting parce que sinon je peux pas payer mon loyer, il y a de fortes chances que le rôle il ait rien à dire dans l'histoire, quoi. Puis il y a pas de secret, hein. La pression financière, c'est un des trucs qui tue le plus l'art. Mais bien sûr. Gens. Mais tu sais, c'est comme quand t'es célibataire et qu'on te dit que t'es pas sexy, quoi. Bah ouais, si tu crèves la dalle, tu donnes pas envie. Enfin, c'est basique. Et c'est pas, c'est basique en fait parce que ton besoin va faire interférence tout le temps. Et donc il va être tout le temps présent et c'est que ton besoin qui va s'exprimer. Et la personne qui est en face de toi, de la même manière que quand t'es célibataire, la personne qui est en face de toi, elle peut pas porter la responsabilité d'être la personne qui va te rendre heureux. Quand tu passes un casting, la directrice de casting, elle est pas là pour payer ton loyer en fait. Elle est là pour faire la distribution d'un film. Et comment t'as fait le switch? Comment t'es passé de... déjà, comment s'est passé mentalement? Qu'est-ce que tu t'es dit? T'étais là dans une vie qui était plus précaire et à quel moment t'es dit voilà, je veux en sortir, je vais lancer... Je me suis jamais dit, moi c'est la vie qui me l'a dit. Ça arrivait comme ça. Moi c'est la vie qui me l'a dit, je me suis beaucoup obstinée. Beaucoup obstinée. Ouais, si, quand même, pas mal. Et en fait, à chaque fois que je rencontrais un obstacle, je partais. Donc, j'ai rencontré donc un premier obstacle en 2004 où j'étais dans cette compagnie de théâtre de rue qui allait nulle part. Je travaillais sur un autre spectacle et je comprenais pas très bien où ça allait. Et puis je me rendais compte que à chaque fois que je rentrais dans une compagnie,
La compagnie explosait pas très longtemps après. Enfin, j'avais une espèce de... Non, mais tu sais que c'est un truc que je dis. Le chat noir. Bah ouais, moi, je l'ai vécu comme ça. Oh. Blague à part. C'est un truc que je dis aux équipes avec lesquelles je travaille. Maintenant, je me rends compte parce que je suis coach. Mais en fait, quand je rejoignais des équipes, ma sensibilité faisait que c'est comme si je faisais émerger tous les problèmes. Ce qui est génial quand t'es coach, parce que t'es payé pour ça. Quand t'es payé pour tout à fait autre chose, clairement, tu deviens le chat noir. Et les gens se rendaient pas forcément compte que c'était ma présence qui faisait émerger tous les problèmes. Et moi, je m'en suis rendu compte des années plus tard. Mais sauf qu'à un moment, quand tu dis, bon, bah, telle compagnie, je les ai rejoints, ils se sont tous frités. Telle compagnie, je l'ai créée, on s'est toutes fritées. Telle compagnie, je les ai rejoints, on s'est tous frités. Telle compagnie, je suis arrivée, ils avaient des ambitions, tout à capoter. Enfin, vraiment, tu dis, bah, c'est bizarre quand même. Et donc voilà, j'ai ce premier obstacle en 2004. J'étais dans 3 compagnies et les 3 compagnies étaient en train d'arriver dans le mur. Et donc ce pote-là me dit ah tiens un stage pour toi. Boum, je me casse en Biélorussie. 3 ans plus tard, je suis à nouveau dans une impasse. À ce moment-là, je suis prof à l'écart. C'est là que j'ai rencontré Elsa, parce que c'était ma première élève. Je suis prof à l'écart, donc dans la section acteurs de cette école d'audiovisuel, et je découvre la pédagogie et j'adore ça et ça se passe très bien. Ça permet de gagner ta vie ou pas du tout à ce moment-là? Ça devrait, sauf que il y a des retards. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se passe 2 choses. À ce moment-là, je suis engagée par Disney comme danseuse et marionnettiste, donc tu es en face de... Tu veux dire Disneyland? Oui, Disneyland Paris, monsieur. Donc tu as en face de toi une des King Louis, le singe orange qui veut le secret du feu dans le livre de la jungle. C'est moi. Enchanté. J'étais aussi marionnettiste de Sébastien dans Sous l'océan. J'ai fait un éléphant. Enfin voilà. Mais bon, ça m'a permis de gagner ma vie. Sauf que le moment où je suis engagée par Disney, en fait, la formation est décalée et donc les cachets que je devais avoir, qui devaient me permettre d'avoir mon statut d'intermittente, boum, c'est décalé. Et par ailleurs, quand l'écart m'engage, moi je connaissais rien au monde de l'entreprise, je connaissais rien au type de contrat. Ils veulent pas me faire de CDD, ils me demandent de me mettre à mon compte. J'ai pas envie de me mettre à mon compte. Je passe en portage salarial et en gros je commence à bosser en octobre. J'étais payée en décembre. Et donc là, je suis prise à la gorge. Je quitte mon studio, je pars habiter chez ma grand-mère. Et donc, je donnais des cours à l'écart, où ça se passait hyper bien. Et en même temps, je regardais mes étudiants et je disais, ah, mais les gars, moi, j'habite chez ma grand-mère, quoi. Donc, il y avait une espèce de décalage comme ça. Et la première année, j'ai tenu le coup. Ensuite, j'ai retrouvé un appart, tout ça très bien. Et en fait, en 2e année, il y a un truc qui s'est mal passé avec eux. Ils m'ont promis des trucs qui se sont pas produits. Et là où la première année avait été un peu tout feu tout flamme, là j'avais un peu le retour de bâton sur la 2e année et ça m'allait pas en fait. Et donc là pareil, je me sens dans un obstacle et donc faut savoir que j'ai demandé conseil à mes parents et mon père m'a dit va voir un avocat et ma mère m'a dit va voir ma voyante. Oui, 2 salles, 2 ambiances. Voilà, j'ai fait les 2. Donc j'ai appelé l'avocate de mon père, donc par rapport à l'écart, qui m'a dit tu peux rien faire, t'as pas de contrat, machin. Je fais ok d'accord. Et je suis allée voir la voyante et quand je suis arrivée, elle me dit oh là ça a pas l'air d'aller. Je me suis dit ouais faut pas être voyante pour voir ça quoi. Et je commence à lui raconter mes trucs machin. Et puis elle commence à parler, je l'écoute pas du tout. Et puis à un moment elle me dit non mais enfin Valentine, je vais être très claire, y a rien pour vous à Paris. Y a rien. Pas de mec, pas de fric, pas de boulot. Violent. Et là, elle me dit ça, et moi, ça me libère. Ah. Et je me dis, oh, génial, je me casse. Je me casse. Donc, elle a la bonne intuition. Mais ouais. Elle me dit ça, et je dis, ah, mais ok, bah, je me casse. Alors, elle me dit, ouais, je pense que le bord de mer, ça vous ferait du bien. Et elle part sur un trip sur Bordeaux. En me disant, Bordeaux, là, là, là. Je l'écoute, et mon beau-père de l'époque était bordelais d'origine, et je me dis, ouais, Bordeaux, pourquoi pas. Et à un moment, je lui dis, ouais, enfin bon, entre Bordeaux et Los Angeles, moi, j'ai vite fait mon choix. Et là, c'est elle qui s'arrête et qui me dit, mais comment c'est à Los Angeles? Je dis, bah, c'est au bord de la mer aussi. Elle me dit, mais vous connaissez des gens là-bas? Et je dis, bah, je connais une personne. Elle me dit, bah, allez-y. Du coup, je sors de chez la voyante et je me dis, bah, très bien. Je me casse à Los Angeles. À nouveau. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi!
Enfin, évidemment, toute ma famille me dit, mais cette fille est folle. Cette fille est complètement folle. Ah, ils n'ont pas eu plus de... Parce que Biélorussie, je comprends le préjugé du pays. Los Angeles, il y a le côté... C'est pas là où il y a Hollywood, c'est pas, Mais c'est si. pas à côté. Alors, du coup, en plus, après, j'ai vendu le projet. En disant, voilà, je vais aller prendre des cours. En plus, je parle bien anglais. Donc, je vais aller tenter ma chance à Hollywood, quoi. Enfin, il y avait un côté genre, ok, c'est parti, quoi. Et non. Et c'était irrecevable. 3 mois plus tard, je pars à Los Angeles. Et ce qui est marrant, j'ai complètement oublié ta question, c'est qu'en fait, j'étais dans une impasse, je décide de partir, tout se réouvre. C'est-à-dire que la formation de Disney qui était déplacée est reprogrammée, j'ai mes heures pour faire mon statut d'intermittente, je trouve quelqu'un pour soulever mon appart à Paris, je trouve un appart à Los Angeles avant de partir, parce qu'il se trouve qu'il y avait une des profs de l'écart qui avait un appart là-bas et tout, le truc d'un seul coup, pouf. Tout se réaligne. Et là, je me dis, ok, d'accord. Et ah oui, je me souviens de ta question, c'était comment j'ai finalement remédié à ces problèmes d'argent. Et donc à chaque fois, je me suis barrée. Et puis il y a un moment pareil, je me suis retrouvée dans une impasse à Los Angeles au bout de 2 ans. Ah, t'as fait 2 ans quand même. Ouais, j'ai fait des allers-retours pendant 2 ans. D'accord. Je rentrais à Paris, je faisais mes heures. En plus, à Disney, ils ont été géniaux. C'est-à-dire que la nana du planning qui s'occupe de staffer les intermittents, je lui disais quand est-ce que je partais, je lui disais quand est-ce que je revenais. Elle savait qu'elle m'appelait pas pendant tout ce laps de temps. Et quand je revenais, elle m'appelait, quoi. Et donc, je faisais mes heures en 3 mois. Je faisais mes heures, je repartais. Désolée Pôle emploi, j'avais mon chômage là-bas. Et du coup, là-bas, je prenais des cours, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis retrouvée dans une impasse parce que aux États-Unis, j'ai rencontré un manager qui a voulu bosser avec moi. J'ai mis du temps à accepter de travailler avec lui. Et sauf qu'à un moment, j'étais confrontée à un truc, c'est qu'il me fallait un visa d'artiste, en fait, pour pouvoir véritablement travailler là-bas. Et la règle que je m'étais fixée, c'était que je voulais pas faire là-bas des choses que j'aurais pas faites en France. Donc, je voulais pas faire un mariage blanc, parce que je crois beaucoup en l'amour, et donc l'idée d'épouser un pote juste pour avoir des papiers, non. Enfin, tu vois, je viens pas d'Afghanistan, quoi. Je viens de France, j'ai grandi en Europe, j'ai tous les droits du monde. Il n'y a pas de raison qu'à un moment je me mette dans une situation d'illégalité dans un pays sous prétexte que ça a l'air d'avoir plus d'opportunités pour moi, quoi. Donc je m'étais fixé ça, donc je m'étais dit ok, je vais la faire à la loyale, quoi. Donc du coup je vais voir pour avoir un visa d'artiste. Et donc en fait mon manager me dit oui, pas de problème, I'll do all the paperwork, bla 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 bla, machin, ok, super. Et en fait quand je suis rentrée en France pour refaire mes heures une dernière fois, et donc du coup collecter tous les papiers dont j'avais besoin pour faire mon dossier, silence radio du manager. Et là, et c'est marrant, j'avais un mec là-bas à l'époque. Enfin, tu vois, il y avait un truc où, j'avais un mec, un manager, Donc, tout avait l'air d'aller hyper bien. Et je rentre en France, mon mec tombe malade. Maladie auto-immune. Truc horrible, il a failli mourir. Mon manager fait silence radio. Et là, je me dis à nouveau, ça pue, quoi. Et donc, je refais mes heures. Et là, je repars aux États-Unis une dernière fois, mais du coup, pas la même énergie. Mon mec va bien, mais il a pas du tout la tête à construire une histoire. Et puis, quelle est la responsabilité que tu fais porter sur un amour quand il s'agit de, du coup, devoir porter tes papiers et tout ça. Donc c'était pas ça. Et puis, je reviens. Donc mon manager. Attends, mais silence total du manager? Tu l'as plus jamais entendu parler de ce mec? On a eu un échange sur Facebook, parce qu'à un moment, je vois qu'il est connecté sur Messenger. Et là, je lui parle. Et là, il m'a insulté, quoi. C'est-à-dire qu'il m'a dit « Oui, pour qui tu te prends, espèce de petite pétasse qui pense que tu vas faire rouler tout Hollywood et tout. » Je dis « Ah mais, juste excuse-moi, je te demande de tenir ta parole, quoi. » Et donc voilà, donc silence radio. Et là, je me dis « je vais essayer, moi, d'obtenir un visa d'artiste. » Et là, je me suis pris, mais une réalité dans la tête, c'est qu'avoir un visa d'artiste, si t'es Marion Cotillard, oui. Mais en fait, il faut juste que tu puisses prouver à l'administration américaine que tu es un bon investissement pour eux. C'est-à-dire que te faire venir dans leur pays va leur rapporter de l'argent. Et que donc tu vas être un apport pour l'industrie du cinéma. Tu imagines bien quel apport pour l'industrie du cinéma j'aurais été. Enfin, c'est rien du tout. On est pour les stars, quoi. Mais voilà. Et à la fois, je pense que c'est pareil pour des artistes qui veulent venir en France. Hein. Je pense que c'est pas du tout spécifiquement lié à l'administration américaine. À l'époque, c'était Obama. C'était cool. J'aurais bien aimé habiter aux États-Unis sous Obama. Mais en fait, je suis partie, puis après, il est pas resté non plus, donc
Je pense qu'il était triste que je m'en aille. Donc voilà. Mais Donc ouais, Los Angeles, ça capote. donc à nouveau obstacle. Et donc je rentre en Europe. Je rentre pas en France parce que mon ego me disait j'avais très peur du regard des gens qui disaient ouais, t'as voulu partir aux États-Unis, bah voilà, et bah t'es rentrée toute pourrie le retour en comme arrière, tout le monde. Voilà. Demi-tour. Donc je me suis dit ok, je me casse. À l'époque, j'avais une copine qui venait de s'installer à Bruxelles. Elle me dit ouais, c'est trop bien et tout, viens en Belgique. Je vais en Belgique. Bruxelles, je m'y sens très bien tout de suite. Pareil, je trouve un appart tout de suite. Moi, je fonctionne beaucoup au signe, quoi. C'est-à-dire que si je vais dans une direction et que je vois que toutes les portes se ferment, je me dis peut-être que ce n'est pas la bonne direction. Et si je choisis une direction et que toutes les portes s'ouvrent, j'y vais, quoi. Donc pareil, Bruxelles, je trouve un appart tout de suite. Je m'y sens très bien. Et je me mets à écrire. Mais beaucoup, là-bas. Et en fait, j'ai écrit un film quand j'étais là-bas. Écrit un film? Ouais. En 6 semaines. Tous les jours, j'allais prendre mon chocolat. Enfin, j'avais hyper ritualisé les trucs. Et donc, tous les matins, j'allais marcher autour du lac qui était à côté de chez moi. J'avais un appart dans lequel je me sentais super bien, que je sous-louais à un dessinateur. Donc, je sais pas, il y avait une espèce d'environnement. Et chaque après-midi, j'allais au café à côté de chez moi. Je commandais mon chocolat chaud à la belge avec les petites pépites de chocolat que tu fais fondre dans le lait et tout. C'était trop bon. Et de 15h à 18h, j'étais assise devant mon ordi et j'écrivais. Mais pourquoi? C'était pas le plan à la base? Bah non, mais c'est venu. T'as été touché par un truc et tu dis je vais écrire un film. film. C'est venu. Ok. Mais non, je me suis pas dit je vais écrire un film. Je me suis dit tiens, je vais écrire. Ok. Et en fait, j'ai eu l'impression de lire ce film au fur et à mesure que je l'écrivais. Et c'était d'une fluidité. Il s'est passé ça. Sauf que pendant ce temps-là, j'ai oublié de gagner de l'argent. C'est con. Et donc, à un moment, je pouvais plus payer mon loyer parce que j'avais plus de revenus du tout. Et moi qui pensais que ça allait cartonner tout de suite comme ça à Bruxelles, bah non, en fait, ça prend du temps de se faire sa place dans un milieu. J'ai rencontré des gens géniaux. J'ai rencontré une super directrice de casting, un acteur génial. Enfin, j'ai eu une espèce de réseau comme ça d'artistes autour de moi avec lesquels j'ai noué des super relations, mais rien qui ressemblait à un début de revenu, quoi. Et j'ai une copine qui est venue me voir un week-end et qui me dit et à laquelle j'ose dire que là financièrement c'est chaud quand même. Elle me dit mais pourquoi tu restes? Et là je dis pas con. Tu vois, il y a un truc où vraiment j'ai eu un blanc. Elle me dit bah oui, enfin là tu restes à t'endetter dans un endroit où t'as pas tant de travail que ça. Il me semble que ta mère habite à Paris. Tu peux pas aller habiter chez ta mère. Là j'ai 31 ans, j'avais 31 ans. Je ravale un peu mon orgueil quand j'appelle ma mère pour lui demander si je peux venir habiter chez elle, et à la fois bah ouais quoi. Et elle me dit oui à condition. Elle me dit voilà, elle me dit je veux bien que tu viennes habiter à la maison, mais faut que tu trouves du travail. Donc C'est-à-dire quoi du travail? C'est le travail salarié ou ça du veut travail dire, salarié. D'accord. Et je dis bah ok, je comprends quoi. Et sauf que là moi j'étais mais qu'est-ce que je sais faire en fait? Mais attends, le film, on n'en fait rien. Ah bah non, parce Ok. que du coup j'ai été prise par complètement d'autres choses. Et puis en plus, ce film, il serait à retravailler énormément. C'est un vrai premier jet d'un truc qui est pas du tout abouti. En plus, je l'ai écrit en anglais. Moi, je rentrais des États-Unis, donc spontanément, j'ai écrit en anglais. Donc d'un seul coup, quand j'ai commencé à en parler aux gens, ils me disaient mais envoie-moi le script. Et j'ai dit bah oui, il est en anglais. Et il y a plein de gens qui disent bah non, moi j'ai pas envie de lire. Enfin, donc voilà, il y a eu des trucs où c'est pareil. L'écriture de ce film a été très spontanée, mais le passage à la réalisation, qui était un peu mon objectif du moment, était pas du tout fluide en fait. Et puis surtout, fallait juste que je m'occupe de gagner ma croûte, quoi. Et alors là, je me dis merde, mais qu'est-ce que je sais faire, quoi. Et je me dis je vais être secrétaire. Enfin voilà. Et donc du coup, j'ai contacté là pour le coup le réseau de mes parents, parce que comme ils sont tous journalistes, ils ont tous des contacts en télé, en machin, en truc. Et je suis devenue assistante de direction dans une boîte de prod télé. Mais j'ai eu mes premières feuilles de salaire, quoi. Et franchement, quand t'as pas gagné un clou depuis 4 mois, j'étais contente, en fait, d'avoir un salaire. D'abord. Comme de toute façon, je faisais rien comme comédienne depuis plus de 2 ans parce que j'étais partie aux États-Unis. Et ce que j'avais vécu aux États-Unis, c'était en cours et ça se passait hyper bien.
Ça faisait plus de 2 ans que j'étais sortie du circuit, entre guillemets, quoi. Donc là, moi, j'étais contente, en fait, d'avoir des trucs à faire. Je bossais pour un odieux personnage. Du coup, boîte de prod de télé. Ouais, boîte de prod télé qui produisait des reportages anxiogènes. On dirait que t'inventes l'histoire et que tu copies l'auberge espagnole. On dirait l'histoire de l'auberge espagnole, mais un peu modifiée. Ouais, tu sais, après, il va dans une boîte de prod, il écrit. Ah, je me souviens pas de ça, c'est marrant. Bref, parce qu'à la suite, c'est les casse-têtes chinois, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a 3 trucs. Il y a l'auberge, ouais. Bref, tu vas avec un personnage qui est odieux. Ouais, un mec qui fumait 2 paquets de clopes par jour. Mais tu vis bien, ça? Ah non, je vis pas bien du tout. Je vis pas bien du tout, mais après, personnellement, je vis des trucs terribles cette année-là. C'est dans ma famille, il s'est passé des trucs vraiment très très durs. Et donc, en fait, mon boulot à ce moment-là me fait tenir. Ah oui, c'est-à-dire c'est pourri, mais c'est moins pourri que ta vie ailleurs. C'est pourri, mais c'est moins dur que ce que je vis. Enfin voilà, c'est le moment où mon père tombe malade. Enfin, il se passe vraiment des trucs qui me secouent beaucoup. Et donc, le fait d'avoir un endroit où je dois aller tous les jours, où j'ai des trucs à faire, on me dit ce que je dois faire. J'ai plus, tu vois, la discipline à avoir de l'indépendante. T'as mis un cadre dans ta vie, quoi. Voilà. Okay. Et c'était vraiment un moment où j'en avais besoin parce que si en plus de ça, il avait fallu que je me pose la question de ouais, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, comment... Là, franchement, j'avais mes 2000 balles par mois qui tombaient. C'était clair, c'était carré. J'étais au boulot de telle heure à telle heure plus parce que je faisais des horaires de dingue. Les gens m'appelaient, je servais à quelque chose. Ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Même si c'était un travail nul avec des gens, enfin avec un mec notamment, très très désagréable, au moins j'avais plus de questions à me poser sur moi, quoi. Et c'est comme ça en fait que j'ai arrêté d'être comédienne. Parce que ça s'est fait. Donc moi je n'ai pas eu à me poser la question ou à prendre de décision. J'ai eu qu'à répondre aux situations qui m'étaient proposées. Et en fait, en faisant ce boulot, à ma grande surprise, je suis soulagée. Et je pensais que ce serait une déchirure de plus être comédienne, mais en fait, je suis soulagée. Parce que c'était trop lourd. Et donc, à ce moment-là, je suis assistante de direction. Au moins, j'ai des trucs à raconter dans les dîners, tu vois. Je peux parler de mon abruti de patron. Je peux raconter les histoires de querelle à la machine à café. En plus, je raconte bien, machin. Donc, tu vois, je fais rire tout le monde. Je sens que ma famille à nouveau comprend qui je suis. Pour la première fois, non? Oui. Pour la première fois, dans les dîners de famille, je peux parler avec eux, quoi. Parce qu'en plus, je bosse pour une boîte de prod télé, donc je suis dans leur corps de métier. Donc, tu vois, il y a tout ça aussi qui vient. Donc, d'un seul coup, j'ai une place, quoi. Et puis surtout, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais des compétences autres que mes compétences artistiques. Et c'est là que je découvre le métier de coach. Ça se fait petit à petit. Mais où d'un seul coup, j'ai une espèce d'intuition où je me dis peut-être que ce métier-là, en fait, il pourrait me permettre de me sentir utile et de gagner ma vie. Comment tu le découvres? Parce qu'à boîte de prod, rien à voir. Il y a plusieurs trucs. D'abord, dans la boîte de prod, je me rends compte que on fait appel à moi pour des questions de résolution de conflits. Que mon boss me demande des conseils stratégiques sur comment est-ce qu'il va gérer tel ou tel client, des trucs sur lesquels je me sens pas attendue au départ, et je me rends compte que j'ai une vraie vision pour l'entreprise, alors que j'imaginais pas du tout, que je décode assez bien ce qui se passe dans les situations, et en fait c'est toute ma formation de comédienne qui parle, c'est que c'est très cliché ce que je vais dire, mais j'étais dans une espèce de théâtre géant dans lequel il se passait des tas de scénettes. Et donc du coup, avec ma compétence de conscience là développée chez les Biélorusses, à l'uranium de Tchernobyl, avec cette compétence de conscience, je me rends compte que je décode plein de trucs, quoi. Et surtout, ce qui faisait toi un chat noir à l'époque te rend justement apte à... Ouais, d'un seul coup, je m'intègre en fait. Et c'est ça, je me sens utile. Et par ailleurs, la même copine qui m'avait fait rentrer de Bruxelles se forme à ce moment-là au coaching. Et je vois chez elle, d'abord elle me parle de sa formation, je vois à quel point c'est intéressant, et je vois chez elle le changement de posture en fait. Et je me dis, ça m'intéresse. Et puis, ça chemine, et puis mon père meurt, mon mec et moi on se sépare et je fais un burn-out. Wow. Voilà. Moi c'est toujours un peu comme ça Tout d'un coup. dans mon évolution. C'est toujours comme ça. Et
Burnout parce que t'étais plus en accord avec Non. les valeurs de... Alors, Ah ouais, pour le info, spoiler, on s'est remis ensemble avec mon mec. Ah. Et c'est le père de mon enfant. Ah. Donc, j'étais très malheureuse parce que je sentais que c'était l'amour de ma vie. Et j'avais raison. C'est l'amour de ma vie. Donc, mon père n'a pas ressuscité. Mais C'est rare, c'est beaucoup plus rare, ça. il y en a auxquels ça arrive, visiblement, mais voilà, pas lui. Mais il est présent. Il est très présent. Et le burn-out, en fait, je pense que voilà, il s'était passé trop de choses dans ma vie ces derniers temps. Et surtout, je bossais pour un pervers narcissique depuis 3 ans, qui m'essorait comme une éponge. Et j'en pouvais plus, quoi. Mais ce burn-out, encore une fois, a été une opportunité. T'as eu 3 ans, là, encore? Ouais, je suis restée 3 ans. Mon burn-out, c'est en 2015. Je suis rentrée en octobre 2012 chez eux. Et mai 2015, je suis sortie par les pieds, quoi. Et en fait, c'est pareil, ça m'a sauvé la mise. Parce que là, c'est mon médecin généraliste qui m'a fait arrêter. C'est elle qui m'a dit, vous ne remettez plus les pieds là-bas. C'est elle qui a nommé le fait que je travaillais pour un pervers narcissique. Et c'est elle qui m'a dit, je vais vous prescrire des antidépresseurs, vous ne les prendrez pas. C'est juste que c'est le protocole quand on fait un arrêt maladie pour burn-out. Elle me dit, en revanche, ce que je vous préconise, c'est marcher dans la nature, chanter, écrire et jouer la comédie. Et donc là, elle me rappelle qu'en fait, toutes mes qualités artistiques, c'est ma survie. Et c'est ma santé. Parce que là, t'avais arrêté totalement de... Totalement, j'avais plus le temps. Enfin, je bossais de 10h à 20h et entre-temps, je gérais les rendez-vous à l'hôpital de mon père, de machin, c'était des trucs. Et quand mon père est décédé, j'ai adopté son chien, donc après, je m'occupais du chien, tu vois, donc j'avais beaucoup de contraintes. Et c'est vraiment elle, en fait, qui me remet sur pied et c'est marrant, j'avais oublié ça. Et qui, en fait, me dit que mon remède pour me ressourcer et me remettre du burn-out, c'est l'art. Et que dans toute expression artistique que je vais trouver, que ce soit le chant, la danse, l'écriture, tout ce que je veux, le dessin, la peinture, tout ça, c'est ça qui va me remettre sur pied. Et donc, je fais exactement ce qu'elle dit. À l'époque, je chantais dans une chorale de gospel. J'avais arrêté parce que je bossais trop. Le lendemain de mon arrêt maladie, je suis retournée en répète. J'ai chanté au Zénith 6 mois après et tout. C'était ouf, quoi. Et donc, je retourne dans ma chorale de gospel. Là, je sens que j'ai mon cœur qui bat, ça va bien. Enfin, voilà. Je me suis remise à écrire des trucs tous les jours, un petit peu. J'ai dessiné tout le temps. Et je dessine n'importe quoi, mais juste je mets des couleurs sur des papiers. Une explosion d'art, tu commences à faire plein de trucs. Et voilà, et donc du coup je me ressource. Et c'est à ce moment-là que je fais ma formation de coach. Et en fait, 1 an avant mon burn-out, j'avais formulé le souhait de trouver un métier qui me permette de travailler peu en étant bien payé et en contribuant de manière positive pour pouvoir avoir du temps pour mon expression artistique. Et 5 ans après, j'y suis. Là, tu considères que tu y es? Là, aujourd'hui, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé le métier de coach qui me permet de travailler peu quand je me régule, parce que faut aussi que je me régule par rapport à ça. Mais le métier de coach me permet en tout cas de bien gagner ma vie, donc de pas être obligée de travailler énormément. Tu vois, le côté travailler plus pour gagner plus. Mais en fait, non, moi, je suis plus à cet endroit-là aujourd'hui. Je suis à l'endroit où je peux choisir mes clients, où je peux choisir mes missions. Parce que j'ai beaucoup développé mes compétences de coach. À nouveau, j'ai oublié la comédienne, donc à nouveau, j'ai fait un burn-out. Il y a 1 an. Donc t'as eu ce truc de... Ouais. Dès que tu te déconnectes de ça, Mais moi, la vie, elle me loupe pas. Hein. Okay. Honnêtement, je pense que moi, j'ai une armée de gens au-dessus de moi qui sont là et qui font « Ok, tu peux y aller ? Arrête. Non, t'as pas écouté. On t'a dit d'arrêter. » Et moi, je dis « Et j'entends pas. » Et au bout d'un moment, juste, je me prends le truc dans la tronche parce que sinon, Et je me prends toujours ça juste assez tôt pour que ce soit pas trop douloureux, en fait. Tu vois, mes 2 burn-out, j'ai jamais été hospitalisée, par exemple. Moi, c'était juste, j'ai eu des signaux d'alerte et il se trouve que j'ai toujours le médecin ou le thérapeute ou le kiné ou l'ostéo qui, à un moment, va me donner des signaux. J'ai une bande d'anges gardiens, en fait. Qui à un moment va me donner des signaux et va me dire d'arrêter. Donc quand je suis arrêtée pour burn-out, en fait je fais pas encore le burn-out, mais je suis en train de le faire. Donc c'est aussi pour ça que c'est... Donc le dernier burn-out, c'est pas un burn-out, tu travaillais trop, c'est juste t'étais pas assez. Ouais, si, je travaillais trop. Oui, parce qu'à l'époque... Parce que tu m'as dit c'est un métier qui te permet de travailler peu. Mais là, maintenant, non. Ok. Maintenant. Quand j'ai commencé avec encore mes peurs héritées de ma vie d'artiste. Donc ma peur de manquer, ma peur de pas gagner d'argent et ma peur de pas avoir ma place.
Donc j'ai cravaché, mais comme un soldat, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé le coaching et j'ai eu mes premières missions quasiment tout de suite. Et j'ai bossé. Je faisais du coaching, de la formation, du conseil. Je pondais du déroulé pédagogique au kilomètre. Non, je facturais pas assez. Souvent c'est ça. Souvent les gens qui travaillent trop quand ils sont coach, c'est que leur prix est trop bas et du coup ils doivent. Mais parce que j'avais aucune conscience de ma valeur. Je me rendais pas compte de ce que j'étais capable d'apporter parce que je me rendais pas compte de mes compétences. Et en même temps, j'étais en train de les développer, mes compétences. Donc voilà, donc Comment t'as fait pour assumer Je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'elle facturait 20 € par heure et je lui disais mais c'est pas possible, tu dois 20 € par heure. Une fois que t'enlèves toutes les taxes, ça fait le SMIC en fait. Donc comment t'as fait pour accepter de monétiser plus ce que tu faisais? Alors en coaching, il y a plusieurs tarifs. Il y a le tarif à l'heure de coaching et il y a les tarifs jour. Les tarifs jour, t'es pas sur un tarif horaire. T'es vraiment sur un tarif jour. Je me suis renseignée en fait. Moi, j'ai demandé à mes copains. T'as comparé avec les autres, quoi. Ouais. Non, c'est pas j'ai comparé, je leur ai demandé, je leur ai dit voilà. Enfin, si je leur demande combien ils facturent et puis je vois si moi je me sens assez à l'aise. Mais moi, je sais pas si je dois te donner une idée des tarifs. Parce que ouais, si c'est important. Je pense que c'est important de parler d'argent, quoi. C'est clair. Le coaching, alors c'est différent le coaching pour les particuliers et le coaching en entreprise. C'est sûr. Parce qu'en fait, les entreprises ont des organismes de financement qui leur permettent d'investir en fait dans le coaching. C'est rarement les fonds propres de l'entreprise qui payent le coaching. En coaching en entreprise, moi je suis à 240 € de l'heure sur un coaching de manager. Plus tu montes en grade, plus c'est cher. Donc tu peux monter jusqu'à 400. Enfin moi en tout cas, aujourd'hui je peux monter jusqu'à 400. Mais 400 c'est un membre du comité de direction, c'est pas en dessous, quoi. Et en plus, il y a un jeu très important qui se joue dans la tarification. C'est que si ton tarif est trop cher, tu te la racontes. Si t'es pas assez cher, t'es pas compétent. Et c'est aussi comment est-ce que mon tarif donne de la reconnaissance à la personne qui va investir. Et c'est pour ça, notamment, d'après moi, que les tarifications de comité de direction et de dirigeants sont plus chères. C'est qu'ils valent plus, eux, en fait. Et après, sur les tarifs jour, et alors, pour les particuliers, moi, je me suis posé la question parce que moi, dans mon coaching, je suis vraiment très orientée professionnelle, je fais très peu de coaching de vie personnelle, parce que pour moi, c'est un terrain sensible et j'ai toujours peur de glisser vers la thérapie ou vers le gourou, et voilà, j'essaye de faire attention à ça. Même si les clients, dans un contexte de coaching professionnel, apportent des thématiques personnelles. Et ça, c'est OK. Et je me suis posé la question, tu vois, du tarif pour les particuliers parce que c'est pas la même histoire. Et en fait, moi, je coach en ce moment des entrepreneurs, donc des gens qui lancent leur business. Et le tarif qui est OK pour moi, c'est 100 € de l'heure. Et ce que je fais maintenant, c'est que toujours été ça? Non. Non, avant, j'adressais même pas ce public-là. Okay. J'étais tellement pas à l'aise avec le tarif pour les particuliers, moi, je l'aurais fait gratos. Hein. J'avais l'impression de voler les gens. Et comment t'es sorti de ça? Parce que je connais plein de gens qui voudraient être coach et ils font tout gratuit, en fait. J'ai fait des coachings gratuits et j'ai demandé à mes clients combien ils auraient payé s'ils avaient dû payer. Ah, intéressant ça. J'ai fait ça en sortant du confinement, notamment. J'ai coaché une amie gratuitement. Et à la fin, je lui ai dit, si t'avais dû payer, ça aurait été quoi la valeur pour toi? Et c'est elle qui m'a dit, et en fait, elle m'a fait un calcul que j'ai adoré. Elle m'a dit, pour moi, ça aurait représenté la moitié d'un mois de revenus par rapport au business que je suis en train de lancer. Là, pour le moment, ce business peut me rapporter tant, tac, tac, tac. Elle me dit, ouais, on a fait 4 séances. Moi, j'aurais été prête à payer 400 €. Donc, ça fait 100 € la séance. Et je me suis dit, ouais, ça me va. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que les gens qui sont vraiment dans un moment de lancement de leur activité, je propose un pack où ils payent la moitié au démarrage et l'autre moitié une fois qu'ils ont démarré leur activité. Ah, carrément, une fois qu'ils ont démarré pas à la fin de la session, hein, une fois qu'ils ont démarré leur activité. Et donc, du coup, si par exemple, c'est un pack de 4 séances, on fait les 4 séances, ils payent que 200 et les 200 suivants, ils les paieront quand leur activité sera lancée. Et j'aime bien cette idée-là. Parce que pour moi, ça les engage aussi à vraiment commencer leur business et à pas tourner autour du pot. Donc, du coup, ça oblige à faire un coaching à faire un coaching qui atteint ses objectifs, quoi, tout simplement. Et j'aime bien cette formule-là. Donc ça, moi, c'est ce qui m'apaise sur comment je suis prête à facturer
un tarif qui est OK pour moi, mais qui est aussi OK pour le client. Et sur le tarif jour, je consulte. Je consulte parce qu'en fonction des prestations, c'est très différent. Quand c'est du coaching d'équipe, les tarifs, moi, j'appelle des copains coach d'équipe. Quand c'est des missions de conseil, là, je connais un peu plus mes tarifs parce que je connais mes tarifs de chef de projet. Donc, du coup, c'est un peu plus clair. Mais parfois, j'ai du mal à dimensionner combien de jours ça va me prendre. Donc, j'ai toujours des potes que j'appelle. Et t'arrives à te réfréner là de trop travailler? Ben, ça m'a bien calmé en fait de faire un burn-out au 6e mois de grossesse. Ah, c'était pas quand t'étais enceinte? Ouais, j'étais enceinte, ouais. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc quand j'ai commencé en freelance quand j'ai commencé à être coach. Et donc en freelance, là où je pensais que j'aurais du temps pour chanter, danser, pourquoi pas reprendre des cours de théâtre, Walou, j'avais pas de temps du tout. Et il se trouve que ça marchait tellement bien qu'un des cabinets de conseil pour lequel je travaillais m'a embauchée. Et donc là, je suis devenue salariée à nouveau. Ah, t'es redevenue salariée? Ouais. Je suis redevenue salariée, donc là, je suis devenue directrice de projet dans un cabinet de conseil. Là, j'ai vraiment gagné ma vie pour la première fois de ma vie. Donc ça a été une espèce de choc aussi, un truc de « Oh là, vraiment, vous êtes sûr? Parce que donnez-moi la moitié, ça ira. Hein, franchement, il y a vraiment un truc où c'était difficile pour moi d'accueillir mon niveau de salaire. Et en même temps, plus j'avançais dans mon boulot, et plus je me disais « Bah oui, en fait, ça correspond à la valeur que je suis capable d'apporter, quoi. » De toute façon, aucun employeur, alors je le dis pour les gens qui nous écoutent, je le dis déjà en tant qu'employeur, parce que et souvent un truc que je vois chez les gens, rassurez-vous, hein, l'employeur il vous donne jamais trop d'argent. Bah non. S'il te donne un tarif, c'est qu'il sait qu'il peut en faire plus, sinon il te le donne pas. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai travaillé trop. Parce que moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je travaille 2 fois plus pour mériter ce que je gagnais. Et donc j'ai travaillé comme une brute, avec beaucoup de pression. En plus, je me suis beaucoup stressée. Sur l'atteinte de mes objectifs, est-ce qu'ils sont satisfaits, en gros, est-ce qu'ils sont pas en train de perdre leur argent en m'embauchant. Je pense qu'ils se sont pas rendus compte que moi j'étais à ce niveau-là de panique. Et comme je suis tombée enceinte très tôt, je leur ai dit tout de suite quand ils m'ont embauchée, je leur ai dit que j'avais un projet d'enfant, mais ils m'ont embauchée en juillet, je tombe enceinte en novembre. Tout ce que je disais sur le stress que je pouvais ressentir était toujours mis sur le compte de la grossesse. Donc il y a un endroit où on s'est pas entendu. Et en fait, c'est monté crescendo. Et là où la grossesse m'a protégée, c'est qu'en fait, quand t'es enceinte, ce qui ne t'arrivera pas, quand t'es enceinte, t'es très suivie. Et donc, c'est parce que j'étais très suivie qu'à un moment, on m'a dit, ça va pas le faire, là. Et je me souviens, ma gynéco que j'ai vue au mois de janvier m'a dit, quand est-ce que vous prenez des vacances? Et je dis, bah, en mai. Elle m'a dit, mais c'est tard. Et je dis, bon, bah, d'accord. Et j'ai pris une journée en mars. Donc j'étais déjà beaucoup trop fatiguée, quoi. Et c'est la première à m'avoir alertée sur mon niveau de stress. Et en fait, c'est parce que j'ai vécu tout ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pris le temps de redémarrer mon activité. Je me suis arrêtée de travailler pendant 1 an, en fait, parce que j'ai été arrêtée donc en mai avant de donner naissance à mon bébé, et j'ai recommencé à travailler à la fin du confinement. Et comment t'as trouvé ce job? Parce que je te pose la question parce que souvent les gens, ils ont peur de s'en faire ils se disent ouais, si je fais tel truc, je pourrais jamais retravailler. Et la preuve que non, parce que toi t'as passé un grand moment de ta vie sans être salarié, et puis d'un coup t'arrives sur un marché du travail et tu deviens. Ça c'est pareil, c'est le hasard, quoi. Enfin c'est la vie, franchement. Moi ma plus, c'est cliché de dire ça, mais ma plus grande prof c'est la vie, quoi. Parce que du coup t'avais aucun diplôme t'étais chef de projet? Bah là j'étais directrice de projet, donc moi j'ai ma formation de coach. Et puis après, j'ai mon vécu, c'est-à-dire que, en fait, quand j'étais comédienne et que j'ai créé ma compagnie, ben moi j'ai un vécu d'entrepreneur, j'ai quand même créé ma boîte. Ensuite, quand j'ai commencé le coaching, quand c'est eux qui t'ont cherché ou c'est toi qui les as... En fait, mon thérapeute, à l'époque de mon premier burn-out, je lui avais dit que je voulais devenir coach. Et il se trouve que sa femme a un cabinet de coaching. Et au moment où il m'accompagnait, j'avais pas assez d'argent pour payer toutes les séances et donc en échange de la moitié du prix des séances, je lui donnais des cours d'anglais parce que je suis bilingue anglais. Et sa femme m'a vu donner des cours d'anglais à son mari. Et un jour, elle a eu un désistement sur une mission, alors qu'elle n'était pas une mission de coaching, qui était une mission de facilitation, pour un gros client où il lui fallait des facilitateurs bilingues. Et donc, elle m'a appelée. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ma première mission de facilitation. Hasard total. Total hasard. Et donc, suite à cette première mission de facilitation, j'ai commencé à bosser avec eux où j'animais des formations de prise de parole en public. À ce moment-là, je me suis formée au coaching en même temps. Donc, ils ont su que j'étais coach.
qui faisait partie des prérequis pour bosser avec eux, parce qu'en fait, même les missions de formation se font en posture coach quand t'es là-bas. Voilà, c'est assez technique, mais... Bonjour monsieur. Et en fait, donc j'ai fait ces premières missions. Ensuite, j'ai fait des missions pour eux en développement de l'assertivité. Donc développer la confiance en soi, apprendre à dire non, enfin voilà. Et il se trouve que à un moment, grâce à un truc que j'ai écrit au moment où j'étais encore freelance, je postais pas mal sur Facebook des petits articles sur qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je fais, et toujours sous une forme que j'aime bien, qui est l'anecdote. Je témoigne, je partage un truc et le sens que ça a eu pour moi. Donc c'est comment est-ce que ce que je vis peut être éclairant pour vous, qui est un peu ma patte, si on doit résumer, comme la question que tu me posais tout à l'heure, si on doit résumer ma patte d'artiste, c'est ça en fait. C'est quelle est l'interprétation que je propose des faits que je vis ou que vous me proposez là dans un script ou que je trouve là dans une forme ou dans des couleurs ou voilà. Et j'écris ce post sur Facebook et là je suis contactée par la cousine de ma belle-sœur de l'époque que j'avais vue une fois au mariage de mon frère, bourré. Et elle me dit ça m'intéresse ce que tu fais, je pense que j'ai besoin de toi. Là je vais sur LinkedIn, je vois ce qu'elle fait et je fais merde. En fait, elle est chef de projet à la direction du numérique pour l'éducation nationale. Et là je me dis je peux pas adresser ce client toute seule. Et il se trouve que ce cabinet pour lequel je travaillais, déjà en tant que partenaire sur des formations que j'animais, fait exactement ce qui correspond aux besoins de la cousine de mon ex-belle-sœur. Et donc du coup, j'embarque le cabinet. Et donc là, je passe de je suis partenaire à je suis apporteuse d'affaires. Et là, ils me regardent différemment. Et c'est comme ça qu'ils m'ont découverte chef de projet. Parce que du coup, j'étais chef de projet sur la mission. C'est comme ça qu'ils m'ont vu négocier les tarifs avec le client, qu'ils m'ont vu gérer la relation avec le client de A à Z sur à la fois la conception, le travail avec les équipes, les propositions, comment est-ce que je m'ajuste et tout ça. Et ça, moi, c'est mes compétences d'impro. Il y a plein de trucs, en fait, où moi, dans ma vie d'entrepreneur, je voyais toutes mes compétences d'artiste qui remontaient. Je me suis dit, tiens, c'est dingue ce truc. Et donc, quand je me suis retrouvée directrice de projet, certes, j'avais un parcours atypique. Faire mon CV, c'était toujours l'angoisse parce que je me disais toujours oui, mais non, mais ça, je sais le faire, mais j'ai rien qu'à valider, j'ai pas de master. Moi, mon niveau d'études, c'est bac plus des voyages. J'ai pas de diplôme. Là, je suis en train de passer ma certification de coach. C'est hyper important pour moi, fâchée comme j'étais avec les examens et les jurys. Je me dis, ok, ça y est, j'y vais maintenant, quoi. Et en fait, le fait d'avoir ce poste de directrice de projet m'a permis de prendre conscience de ma valeur, du coup, de calmer tout mon historique de précarité en tant qu'artiste, de savoir que maintenant, j'ai un travail dans lequel je suis à ma place, j'ai obtenu des résultats, j'ai fait des très belles missions, les clients avec lesquels j'ai travaillé, on a eu plaisir à travailler ensemble, et j'ai plaisir à les recontacter régulièrement, j'ai pas l'impression d'être en train de leur vendre du saucisson derrière, quoi. Et donc toutes ces briques posées font qu'aujourd'hui, je peux me calmer, quoi. Et je peux vraiment faire ce que je sens et pas ce que je me dis que je devrais faire. Ouais, et puis tu t'es libéré à la fois de la pression financière. Ouais. Et à la fois de la pression du regard des autres. Parce qu'en fait, quand tu dis je veux me comporter comme une comédienne, etc., ça c'est le regard des autres. Tu te comportes comme on attend que... Parle-moi de ta patte d'artiste, ta marge de manœuvre. Tu sais, quand je disais que le métier le fait de jouer, être actrice, c'est un art qui est particulier parce qu'en fait, Alors, là où pour moi c'est un art, c'est qu'en fait, être acteur, c'est rencontrer un rôle. Donc en fait, quand tu lis un script, tu vois une personne. Et là où c'est un art, c'est comment est-ce que je suis capable de mettre qui je suis, mais complètement, au service de cette personne. Tu mets toujours de toi dans le rôle ? Toujours. De toute façon, c'est ma voix qui parle, c'est mon corps qui bouge, c'est mes yeux qui pleurent. Donc c'est moi, hein. Mais c'est moi qui me mets au service de cette personne dans ces circonstances-là. C'est théorisé de manière assez simple, en fait, par Stanislavski, qui dit que c'est le « et si » magique. C'est « et si »
j'étais quittée demain? Et si j'avais une maladie auto-immune ce soir? Et si tu me demandais en mariage maintenant? Il se passerait quoi? Et c'est comme ça que jouent les enfants, en fait. Et ce « et si » là te fait rentrer dans les circonstances. Et là où on te dit jouer un rôle, en fait, un rôle, c'est des circonstances, un rôle, c'est une situation. C'est Michel Bouquet qui disait ça. Michel Bouquet disait, il y a que la situation qui compte. Je l'imite très mal. Mais c'est vrai, il y a que la situation qui compte, parce qu'en fait, c'est la situation qui fait les gens. Moi, j'avais vu ça en littérature comparée les 6 mois de ma vie où je suis allée à la fac. C'est qu'en fait, la figure du héros, ben, c'est les circonstances qui font de lui ou d'elle un héros ou une héroïne. Il est pas né comme ça, elle est pas née en se disant « Oh, je vais sauver ça !» Et c'est ce qu'on voit aussi dans les Marvel que je connais pas bien, mais tous les trucs, enfin tu vois Harry Potter, ce qui fait qu'il a des super pouvoirs, c'est parce qu'il a été abandonné. Ouais. Donc au départ, c'est une blessure qui crée un talent. Et donc un rôle, c'est pareil, c'est ce qui se passe pour lui dans ces circonstances-là. Après, oui, tu t'amuses à prendre la forme du personnage, tu as des informations. Mais c'est pareil, c'est des informations sur son niveau économique, son statut social, conjugal. Tu dis, bah oui, moi, si je gagnais 1 million d'euros par mois, ben, je serais pas la même personne parce que j'interagirais pas avec les mêmes gens, j'habiterais pas aux mêmes endroits, je ferais pas les mêmes choses. Qui sait, quoi? Donc en fait, oui, moi je mets toujours de moi dans tout ce que je fais. C'est pour ça que quand j'écris toujours au jeu, par exemple. Ce qui est assez déroutant, tu vois, par exemple, le truc dont tu parles sur mon Instagram, sur le sabotage, il y a plein de gens qui pensent que je parle de moi. Oui. Mais non, je parle pas de moi. Parce que t'écris en jeu, non? Bah oui, j'écris en jeu, mais c'est comme en philo. C'est le jeu philosophique. C'est le jeu universel. Et j'ai fait un truc sur le sabotage, j'en ai fait un autre sur le congé maternité. Donc les gens qui me connaissent me disent ça ressemble à l'histoire de quelqu'un que je connais. Je dis bah non, moi j'ai pas du tout vécu ça en fait. Mais je peux dire parce que je me plonge dans une autre réalité et je me dis bah tiens, bah moi dans cette autre réalité, je dis quoi? Et j'aime bien ça. Et pour autant, tu deviens quand même caca d'autre parce que moi mon gros problème quand j'étais en impro, c'est que je ne sais jouer que mon propre personnage. Je suis incapable de jouer quelqu'un qui est loin de moi. Je ne sais jouer que une version très légèrement changée de moi, sinon j'arrive pas. Et c'est quoi qui te bloque? Je sais pas. Ça, moi, je sais pas. En fait, c'est presque douloureux de pas être moi. Et du coup, je reviens à moi parce que je m'aime trop et du coup, je reviens. C'est quoi pas être toi? Parce que t'es quand même toujours toi, hein, je veux dire. Bah non, parce que tu vois, typiquement, j'ai déjà joué un mec raciste du Front National, volontairement un truc. Ah, mais c'est parce que t'essayes de changer tes idées. Peut-être, ouais. Enfin, je sais pas, mais tu vois, par exemple, si à un moment je me mets à parler comme ça, ben, c'est évidemment, c'est une autre personne parce que c'est pas moi, Valentine, qui parle comme ça. Et que, du coup, il y a des autres idées qui vont venir. Mais c'est moi qui fais ça. Et si j'arrête, j'arrête. Ouais, tu restes toi. C'est ouf. Et donc, c'est moi qui mets qui je suis dans ce zozotement et ces gestes débiles. Enfin, débiles. Pas du tout. Pauvre petite personne. Et donc, le fil, il se tend comme ça. Effectivement, ça, c'est un truc que m'avait dit ma prof en Biélorussie aussi. Tu vois, quand tu dis qu'est-ce qu'on a déconstruit, à l'époque, je travaillais à faire passer, sa phrase c'était « tu essaies de mettre l'extérieur à l'intérieur ». Donc j'essayais de plaquer quelque chose sur moi. Je pense que c'est un peu ce que tu dis sur « je joue un raciste du Front National ». Personne n'est défini par ses idées en fait. Il n'est pas que raciste du Front National. Il est un corps, il est une voix, il est des yeux, il est une manière de parler, il est plein de trucs. Et donc, c'est d'abord passer de l'intérieur vers l'extérieur. Et moi, c'est ça que j'ai déconstruit. C'est que, avant, je plaquais des choses de l'extérieur sur moi. Oui, c'est ce que je fais, moi. Et ça rejoint toute la thématique que je te dis j'avais peur du jugement, je trouvais pas ma place et tout ça. Et qu'aujourd'hui, je pars de ce que je ressens pour donner dehors. Et ce qui est assez drôle, c'est que et le métier de coach et le métier de comédienne sont en fait très semblables. C'est que pour pouvoir coacher les gens, je me place en miroir de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. Et donc, moi, je fais écho. Donc, mon client, je vais lui dire, quand tu dis ça, je ressens de la colère. Ça signifie quoi pour toi?
Il va dire ah bah oui, parce que la situation m'énerve. Et tu fais ah ok. Et en fait, c'est ce jeu de miroir-là qui fait émerger. Et en fait, quand je lis un texte, je ressens des choses. Et donc, je les lui donne. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est finalement pas très compliqué. Ce qui est très compliqué, c'est de se débarrasser, comme tu disais, tu vois, de se débarrasser de tout ce qu'il y a autour. De tout le bordel, du regard des gens, du besoin de reconnaissance, de la peur de manquer. Tout ça, c'est ça qui épuise, quoi. J'ai l'impression que t'es aligné. Ouais. Que t'étais pas forcément dans les moments où tu vois, Non. tu zigzaguais. Là, t'as l'air vraiment, tu vois, aligné. Et je suis très tranquille. Et c'est marrant parce que en venant, je pensais à un truc, c'est que dans les gens que j'accompagne, j'ai d'un côté des artistes qui sont en quête de professionnalisme ou tu vois, d'un ancrage. Et de l'autre côté, j'ai des professionnels qui cherchent à reconnecter leur part de créativité et d'artiste. Et je me dis, mais en fait, l'équilibre essentiel, il est dans l'alliance des deux. Et pouvoir aujourd'hui, moi, tu vois, par ces textes que j'écris, que je mets en voix, par le fait d'avoir recommencé à faire des collages, des peintures, jouer avec les improvocantes, le fait d'avoir cet espace-là, ça me tranquillise dans mes coachings. Et le fait d'avoir le coaching, bah, ça me tranquillise sur mes activités artistiques parce que du coup, je leur demande rien d'autre que d'être ce qu'elles sont en fait. Donc c'est très cool. Ça va très bien. On arrive à la fin de... Oui, on est en train de faire le ménage. De la discussion. Je finis toujours avec la même question. Imagine, demain, t'as accès à toute l'humanité à la télé. Voilà, t'es là, tu peux passer à la télé ou tu veux passer, enfin, comme tu veux, mais t'as une audience mondiale pour un petit instant. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Est-ce que t'as une œuvre inachevée que tu voudrais achever? Peut-être c'est le film dont tu me parlais, que t'auras envie de montrer à des gens. Qu'est-ce que tu ferais si je te donnais Je pense que je les ferais parler. Je pense que je ferais d'abord une chose. Je sais pas si je les ferais parler parce que c'est compliqué toute l'humanité en même temps. C'est clair. Ah, quoique. Si, je ferais une chose que je fais souvent en coaching. Je leur demanderais de fermer les yeux, de laisser les yeux redescendre vers le cœur et d'écouter ce que ça dit. Et juste de recevoir ce que dit le cœur. Et qu'en fait, quand on écoute ça, on peut tout suivre. Et que quand on écoute ça, on a exactement les informations dont on a besoin maintenant, tout de suite. C'est ouf ce que t'as choisi. Ça m'a fait... t'as choisi un truc de coaching, en fait. Ouais. C'est ouf. Super. Merci à toi. Si les gens veulent te retrouver, ils te retrouvent comment Alors, je suis pas encore très au clair sur mes sites internet et tout ça, je prendrai le temps. Ouais. Là, pour l'instant, c'est soit sur LinkedIn, donc je m'appelle Valentine Bureau, comme un bureau, et Valentine comme la peinture. Facile. Pour redonner des couleurs à votre vie professionnelle. C'est pas du tout ça mon slogan, mais c'est pas grave. Donc voilà, et pour être sûr que c'est bien moi, sous ma photo, il y a écrit expliciter l'implicite. Et je suis aussi sur Instagram, sur un compte qui s'appelle My Funky Valentine. Et sur lequel je poste beaucoup de photos, parce que j'aime bien faire de la photo, et c'est des photos associées à des textes. Oui, je vais aborder ça, mais il y a une vraie démarche artistique, sur ton Instagram. Ah ben ça, c'est mon premier lieu d'éclate. Et honnêtement, je n'ai aucune relation avec Mark Zuckerberg, mais merci à Instagram, quoi. Autant je suis partie de Facebook, mais Instagram stimule énormément ma créativité. Je vois, c'est ton atelier. Oh, j'adore. Oui, tu vois, quand tu parlais de ton atelier tout à l'heure, je trouve que moi c'est ça. Et c'est une inspiration, un truc pris dans la rue et tout. Ça me met en éveil, en mouvement, en curiosité. J'adore ce truc. Ok, on invite les gens à te retrouver sur My Funky Valentine, pardon. Ouais. Et je te redis merci d'être venu. Merci. Merci
d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pèche et mange des poires.